Bonjour à tous, bienvenue au Point en direct. C'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons, la rédaction du Point, un rendez-vous qui va être récurrent. Je vous en rappelle le principe. Nous vous proposons 4 sujets traités par la rédaction du Point et vous choisissez le sujet que vous voulez approfondir avec nous en compagnie du journaliste spécialisé sur ce sujet. Donc, je suis Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point, et vous avez choisi de parler, vous avez eu envie de parler de la Chine, du pouvoir de la Chine, de son expansion, et ça tombe bien parce que vous avez bien fait, bien choisi. Nous avons probablement le meilleur correspondant en Chine de toute la presse, même européenne, hein, allons-y, hein. Jérémy André, qui est avec nous en direct de Hong Kong. Alors, Jérémy, il faut préciser, Jérémy, que tu t'es levé parce que quelle heure est-il à Hong Kong? Donc là, il est 1 heure. Alors, on a 7 heures de décalage. Et donc, on est à peu près au milieu de la nuit. On va, un peu comme en France, tout ferme à 22 heures là, en ce moment à Hong Kong. Donc, bon, c'est un tout petit peu plus tard, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un couvre-feu, on est confiné à Hong Kong? Comment ça marche en ce moment? Non, pas du tout. Donc, Hong Kong est sorti il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines, de ce que eux appelaient la quatrième vague, parce qu'en fait, eux, ils comptent vraiment toutes les petites vaguelettes, même si ils ont réussi à tenir le virus hors de la région. Et donc, grâce voilà, à cette stratégie qui a marché, on va dire les commerces, les restaurants, tout a pu réouvrir pour l'essentiel en fait de l'année qui a passé. Hmm. Alors, on va revenir à toi, hein, Jérémy, pour orchestrer ce rendez-vous, hein, qui va durer 1 heure en votre compagnie. Il y a Thomas Bourgeois-Muller, qui est parmi nous et Thomas va vous expliquer tout de suite comment vous allez pouvoir intervenir au cours de cette conversation. Bonjour, enchanté. Bienvenue à tous. Effectivement, je vais lancer tout de suite le mode question-réponse et dans la capsule de chat que vous avez en bas à droite de votre écran, vous pourrez poser toutes vos questions et je me chargerai de la manière la plus exhaustive possible de les transmettre, de les afficher en grand, en plein écran pour que Sébastien et Jérémy puissent les lire et donc y répondre. Voilà, donc je vous laisse commencer, Sébastien et Jérémy. Très bien, donc n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, évidemment, on les relaiera, on les sélectionnera. Tout d'abord, Jérémy, tu es donc correspondant du Point à Hong Kong, maintenant depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelles conditions tu travailles? Est-ce que d'abord tu travailles très librement? Comment se passent tes journées là à Hong Kong? Alors tu es arrivé en pleine révolution et tu as enchaîné immédiatement avec le Covid, donc c'était une année très riche pour toi. Oui, donc je me suis installé à Hong Kong en janvier 2020 et de ce fait, bon, c'était un moment charnière. Donc après une année de manifestations que j'avais couvertes, donc aussi pour le magazine. Puis donc dès mon arrivée, la découverte du Covid-19, le nouveau coronavirus, comme on l'appelait à ce moment-là, qui a donc énormément perturbé donc la vie de toute la planète, mais aussi le travail de correspondant en Asie, puisque les pays d'Asie ont fait le choix d'une stratégie de suppression qui consiste donc à fermer les frontières et à isoler et tester et tracer, on va dire, tous les cas potentiels de Covid, et de ce fait mettre en place des quarantaines à l'entrée des pays, donc qui durent 14 jours dans la plupart des pays, mais par exemple dans le cas de Hong Kong, depuis cet hiver, qui dure 3 semaines. Donc en fait tout ça a cloisonné complètement la région avec
des demi-confinements à certains endroits et donc limite considérablement les déplacements des journalistes. Pour ma part, j'ai réussi à faire 2 reportages dans d'autres zones que Hong Kong lors de l'année passée. L'un en Corée du Sud pour justement étudier cette stratégie de tester, tracer et isoler. L'autre à Taïwan. Et à chaque fois, j'ai dû faire des quarantaines à l'arrivée là-bas, 14 jours, puis à nouveau des quarantaines à mon retour à Hong Kong. Donc, je pense que c'est pour vraiment donner l'idée aux lecteurs qu'il y a vraiment eu une fragmentation, une fermeture de l'espace et un effondrement de la mondialisation, comme on l'a... Justement, Jérémy, une question d'une lectrice qui nous demande si les touristes chinois vont bientôt pouvoir venir en Europe. Alors, donc, pendant la pandémie, en Europe, il y a eu des périodes de fermeture. Je ne suis pas correspondant en Europe, mais des périodes de fermeture assez réduites. C'est récemment, si j'ai bien compris, qu'il y a eu une fermeture complète des frontières. Et donc, de ce fait, il y a toujours eu, par exemple, des Chinois touristes ou hommes d'affaires qui se rendaient en Europe. C'est par contre plutôt dans l'autre sens pour aller en Chine que là, la fermeture est la plus forte. Je pense que la réouverture de l'espace Schengen et de la France arrivera au printemps parce qu'il y a clairement une saisonnalité du Covid. Donc, pendant l'été, on peut espérer, en plus avec les campagnes vaccinales, quand même qu'il y a un écrasement des épidémies. Ce qui ne veut pas dire que la pandémie sera terminée, parce que les spécialistes en général quand même prédisent qu'on est parti peut-être pour d'autres vagues l'hiver prochain. D'accord. Je réponds au passage, je fais une petite parenthèse à une question très pratique que plusieurs lecteurs ont posée. Oui, bien sûr, cette conversation est enregistrée et on vous enverra à l'issue de ce rendez-vous un lien, hein, Thomas, pour réécouter, évidemment, quand vous le voudrez. Hein, c'est ça. Tout à fait. Ce sera même disponible sur YouTube et Facebook. Oui. Alors, Jérémy, je propose et on va prendre plusieurs questions, d'ailleurs, qu'on vienne au cœur du sujet, là, qui fait l'objet de la couverture de cette semaine, hein, le jour où la Chine commandera. Alors, ce dossier, peut-être tu peux nous en présenter déjà les grandes lignes, et puis ensuite on te relaiera quelques questions là, intéressantes justement sur la politique et la stratégie chinoise. Oui. Alors, ce dossier sur la Chine prend pour opportunité la publication d'un livre d'un diplomate singapourien qui s'appelle Kishore Mahbubani, qui en fait un diplomate qui a une très longue expérience, qui avait commencé à l'époque de la guerre froide et qui a travaillé comme ambassadeur de Singapour à l'ONU, en particulier dans le début des années 2000, avant de devenir doyen d'une école d'administration publique, très importante à Singapour. Et donc, c'est un grand académicien, un grand professeur de relations internationales et de géopolitique de ce port très important donc d'Asie du Sud-Est. Dans ce livre qui s'appelle Le jour où la Chine va gagner, donc en anglais As China Won. Dans ce livre, en fait, il propose de manière provocante, provocatrice même, de s'imaginer que la Chine pourrait gagner. C'est le cœur de cette interview qui s'adresse à l'évidence donc à des lecteurs occidentaux, à des lecteurs français. C'est de nous inviter à imaginer que la Chine puisse remporter la grande compétition géopolitique du XXIe siècle qui va l'opposer à l'évidence aux États-Unis. Et donc demain,
il y a un nouveau round de cette compétition. Certains l'appellent nouvelle guerre froide, avec la rencontre, un sommet en Alaska entre les chefs des diplomaties américaines et chinoises. Oui. Et cette rencontre est... Nous avons une question à propos d'un lecteur, hein, à propos de ce sommet. Quels sont les enjeux là de ce sommet sino-américain? Alors, ce sommet a lieu, on va dire, plus ou moins pour la forme, dans le sens où les deux parties ont quand même plus ou moins annoncé leur refus de faire un quelconque compromis sur leur ligne de base. Alors, c'est déjà un progrès par rapport à la période de la fin du mandat de Donald Trump, qui une rencontre de ce type, qui est vraiment au plus haut niveau des deux diplomaties. Donc, d'un côté, Anthony Blinken, qui est donc le secrétaire d'État américain, donc le chef de la diplomatie américaine, et de l'autre côté, à la fois Wang Yi, que les Français connaissent peut-être bien, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, mais qui en fait a un rôle surtout de représentation, de communication pour la République populaire de Chine, et le véritable chef de la diplomatie, qui est le chef de la diplomatie du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, qui lui aussi sera présent. Et donc, ça veut dire que les vraies personnes qui peuvent discuter des problèmes entre les deux grandes puissances seront présents. Cependant, comme je l'ai dit, les deux parties ont annoncé à l'avance leur refus de tout compromis sur les vrais dossiers sensibles, c'est-à-dire Taïwan, le Xinjiang, Hong Kong, la guerre commerciale, la guerre technologique. Donc, il y a peu d'espoir qu'en sorte une déclaration ou des décisions significatives. Alors, parmi on voit ce que déploie la Chine, ses projets les plus spectaculaires, hein. C'est un lecteur qui nous pose la question à propos de la route de la soie, hein, qui est ce grand projet. Et ce lecteur nous demande, mais quels sont les effets positifs et négatifs à attendre pour l'Europe? Alors, comment dire, dans le projet, en fait, l'initiative Belt and Road, donc comme elle a été nommée en français, une nouvelle route de la soie, l'Europe a en fait une place assez périphérique, hein. Il faut bien comprendre que le gros des investissements est dans des pays limitrophes de la Chine, donc comme par exemple le Pakistan, c'est vraiment le principal pays, ou par exemple des pays d'Asie du Sud-Est, et aussi donc en Asie centrale ou en Afrique. La plupart des partenaires sont en Afrique. Certains pays européens se sont rattachés de manière indirecte. Donc, par exemple, l'Italie avait signé un mémorandum avec la Chine à ce sujet. Des investissements dans différents pays, par exemple au Pirée, en Grèce, donc se sont concrétisés. Mais globalement, il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, on est dans une période depuis 2 ans de contraction des investissements liés aux nouvelles routes de la soie, parce que la Chine a tenté de rationaliser ses investissements, et que dans les pays où il y avait une promesse de transformation révolutionnaire radicale, comme par exemple le Pakistan, où il y a eu énormément d'investissements. Donc, la dernière évaluation que j'avais, c'était 25 milliards de dollars qui s'étaient concrétisés. Il n'y a finalement pas eu le bouleversement attendu, et il y a eu surtout quand même des relatives déceptions pour le pays. On parlait de la route de la soie, on parle aussi souvent des instituts Confucius. Quel est leur rôle réel? Est-ce qu'ils représentent des dangers, nous demande un lecteur?
Alors, déjà ce que c'est qu'un institut Confucius. Les instituts Confucius ont été fondés par la République populaire de Chine, il y a une quinzaine d'années, en 2004, avec par exemple le premier en France à Poitiers, si je me souviens bien, en 2005, et ils se sont multipliés extrêmement rapidement. C'est un réseau d'instituts culturels, en tout cas, qui donnent des cours de langue qui invitent à s'intéresser à la civilisation et à la culture chinoise. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 600 instituts Confucius dans le monde. Donc, en à peine quelques années, ça a dépassé pratiquement tous les grands réseaux culturels de ce type, comme les Alliances françaises pour la France, ou les instituts Goethe pour l'Allemagne, pour donner des exemples connus. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette multiplication d'instituts Confucius? Quand on en parle avec les spécialistes, on a deux sons de cloche. Un son de cloche plutôt rassurant de personnes qui finalement banalisent ces instituts ou minorent la gravité des influences politiques qu'il peut y avoir autour, puisque en fait, voilà, cela reste essentiellement quand même des instituts de langue, etc. Cependant, certains spécialistes de la Chine considèrent que ces instituts sont des outils de propagande parce qu'ils, d'une part, parce qu'ils vont convoyer au travers des cours de langue et des cours de civilisation une vision de la Chine qui est, on va dire, celle de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois. Par exemple, l'inclusion de Taïwan dans le territoire chinois ou d'autres éléments extrêmement importants pour Pékin. Il y a un problème plus grand parce que certains de ces instituts Confucius sont intégrés à des universités. Or, en fait, depuis le début des années 2010, par exemple, à Braga, à Lyon, des instituts Confucius qui avaient été créés ont en fait provoqué des scandales en voulant en fait s'ingérer dans la liberté académique des études chinoises de ces universités. Et donc, certains de ces instituts ont fermé. Enfin, en fait, en 2019, si je me souviens bien, donc à l'Université libre de Bruxelles flamande, la VUB, un directeur chinois a été on va dire, expulsé de Belgique parce qu'il était accusé d'espionnage par le renseignement intérieur belge. En fait, il n'a pas été expulsé, il avait quitté la Belgique et son visa n'a pas été renouvelé. Tu parlais des universités, j'aimerais que tu nous parles, tu as récemment beaucoup enquêté sur la coopération scientifique, universitaire entre la Chine et la France. Et ce que tu décris, ce n'est pas tant une Chine qui essaie une Chine agressive, que une France et peut-être même une Europe très naïve à l'égard dans cette coopération. Est-ce que tu peux et pourquoi sommes-nous naïfs et qu'entends-tu par naïveté? Alors, effectivement, donc dans le numéro de cette semaine, le deuxième article est en fait une enquête la coopération scientifique franco-chinoise et en fait fait un panorama en sciences dures qui soulève les inquiétudes très très vives de certains spécialistes de la coopération, en particulier du fait que le système universitaire et de recherche en Chine est de plus en plus tourné vers l'armée, suivant en fait un concept qui est la fusion, c'est-à-dire l'intégration civilo-militaire. Donc, en fait, c'est une doctrine qui a adopté dans la fin des années 2010 la Chine, qui veut que même les universités civiles soient au service de l'armée populaire de libération, c'est-à-dire l'armée chinoise.
Donc, le fait que la Chine fasse cela, ou par exemple qu'elle fasse de l'influence dans les universités françaises, comme le montrait un précédent volet de mes enquêtes, donc plutôt sur la sinologie et les sciences humaines, est assez naturel en fait pour une grande puissance. Alors après, on peut questionner les méthodes qui ne sont pas ouvertes, l'opacité. On peut discuter les problèmes d'espionnage qui se sont fait jour dans certains pays. Mais c'est assez naturel. Moi, ce qui m'a marqué dans ce deuxième volet de mon enquête, c'est effectivement la désorganisation très forte de la France. Donc, la plupart de mes sources parlaient de naïveté. J'ai employé le terme d'amateurisme aussi, parce que on a vu en fait pendant une dizaine d'années des dirigeants d'universités partir en Chine, signer des accords avec des entités chinoises qu'ils connaissent mal, dans un environnement qui est quand même relativement difficile, très complexe politiquement, et qui mettent à risque les chercheurs et les innovations des universités françaises. Nous, Donc, je vous invite à lire l'enquête. Oui, que je montre à nouveau comment la Chine profite de nos chercheurs. C'est le deuxième volet, une enquête passionnante qu'a réalisée Jérémy André. C'est dans le numéro de cette semaine, le jour où la Chine commandera. En t'écoutant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de malentendus. Quel est le principal cliché, le principal malentendu, le principal cliché des Européens vis-à-vis de la Chine? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce qui te frappe là dans le regard que les Européens portent sur la Chine? Quelle est la principale erreur d'appréciation que nous faisons? Je pense que c'est une erreur d'appréciation qui est l'ensemble de l'Asie déjà, qui est celle de s'imaginer des sociétés monolithiques et extrêmement disciplinées. J'ai voyagé en Chine, j'ai beaucoup, donc j'ai habité à Hong Kong. Les sociétés asiatiques que je connais ont les mêmes problèmes comment dire, d'indiscipline, de violence, de manque d'hygiène dans certains endroits, de non-respect des règles que nous avons. C'est simplement, peut-être ça peut, concerner des portions plus faibles de la population. Et encore, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Corée du Sud, donc, sur laquelle on a fait ce reportage l'année dernière, sur leur stratégie sur le Covid. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, donc quand j'ai parlé avec les grands spécialistes de l'épidémiologie, ils me disaient non mais nous on peut pas faire un confinement, les gens le respecteraient pas. Et ils ont le même problème. Ils ont en fait une frange évangéliques de 10-20% qui s'est affrontée avec la police quand on a voulu interdire leur messe. Je pense que les Français doivent vraiment réaliser que voilà, les mêmes soucis se posent en fait sur toute la planète. C'est ensuite les institutions qui peuvent être différentes. C'est sûr que le Parti communiste chinois ou le Parti communiste vietnamien ont des capacités d'action, des capacités de mettre l'ensemble, de mobiliser l'ensemble de la société que n'ont pas les États libéraux occidentaux. De même, par exemple, en Corée, à Taïwan, l'État le gouvernement sont des démocraties, mais le gouvernement est beaucoup plus respecté aujourd'hui dans ces pays qu'il ne l'est dans beaucoup de pays en Europe. Tu parlais du Parti communiste, du Parti communiste chinois, dont Kishore Mahbubani nous dit le but du Parti communiste chinois n'est pas de ressusciter ou d'exporter le communisme dans le monde. Et qu'est-ce que c'est qu'un pays communiste encore aujourd'hui comme la Chine? Qu'est-ce qu'il a de plus communiste? Parce qu'on a une représentation du communisme, on sait, on connaît son histoire. Communisme en 2021 en Chine, dans un pays comme la Chine, quels sont ses traits
caractéristiques? Alors, je pense que ces traits, on les a vraiment vus surgir quand Xi Jinping a décidé du confinement de Wuhan, donc en janvier 2020. C'est un des premiers sujets que j'avais fait l'année dernière, et on voyait vraiment les vieilles recettes de mobilisation maoïste dans tout le pays, avec des bannières qui se sont dressées, la mobilisation aussi de l'encadrement du parti au niveau local, des cellules de chaque quartier pour justement organiser le confinement des quartiers, leur fournir de la nourriture, etc., etc. Donc, cette armature sociale qui en fait a été construite dans les années 40, 50, elle existe toujours, même si elle s'est invisibilisée, parce qu'on est une société qui a accepté le capitalisme, c'est-à-dire le marché, pour définir les prix, pour, on va dire, constituer des groupes donc industriels et donc commercer avec le reste du monde. Par contre, je pense que je suis dans un désaccord avec Kishore Mahbubani. Je m'intéresse énormément à l'histoire du Parti communiste chinois. Je discute avec beaucoup de sources, autant chinoises que des spécialistes étrangers. Et pour moi, le Parti communiste chinois et son sommet, son centre, reste une organisation marxiste-léniniste extrêmement forte, extrêmement disciplinée, qui donc en plus sous Xi Jinping, c'est on va dire une cure de jouvence avec des idéologues qui ont pris vraiment l'ascendant sur la direction du parti. Question, très bonne question d'un participant là, à notre conversation. Est-ce que la Chine serait aussi puissante, selon toi, sans ce carcan communiste? Alors, c'est un débat historique qui est très difficile à résoudre. Comment dire? A priori, en sciences politiques, on peut considérer que la Chine n'aurait pas besoin d'être un État autoritaire, voire totalitaire, pour exister. Et sur la longue histoire, la Chine et les empires chinois n'ont pas toujours été donc des organisations extrêmement autoritaires. Il y a eu en fait des périodes beaucoup plus multiculturelles, beaucoup plus décentralisées qu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de nécessité absolue de cette très grosse verticalité du pouvoir qu'il y a peut-être aujourd'hui. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que entre 1842 et 1949, il est vrai que la Chine et que les Chinois ont vécu ce que eux appellent un siècle d'humiliation, mais en tout cas que l'effondrement de leur structure politique, la fin de l'empire Qing, puis donc la naissance d'une jeune république qui n'était pas suffisamment mature pour résister aux influences étrangères, a amené au pillage du pays, à l'invasion par le Japon, etc. Or, les Chinois aujourd'hui, dans leur grande majorité, ont, on va dire, une certaine reconnaissance pour le Parti communiste chinois parce qu'il a réussi à, on va dire, maintenir l'indépendance et défendre les intérêts de la Chine dans le monde. Quels que soient les horribles crimes qu'il ait commis, les erreurs catastrophiques, comme par exemple le grand bond en avant qui a pu coûter la vie à des dizaines de millions de Chinois par la famine que l'a provoquée, les Chinois ont quand même cette reconnaissance. Un petit peu comme, par exemple, les Français s'identifient dans la République française
parce que en 1792, elle a su défendre la France, la nation française, de l'invasion par les puissances européennes. Il y a une question d'ailleurs qui revient assez souvent. Quel est le... On viendra après à d'autres. Il y a beaucoup de questions, hein. On va tâcher d'y répondre. Quelle est la part du vrai et du faux dans la communication chinoise? On l'a vu avec le Covid, il y a évidemment, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut considérer que tout est du bluff ou il y a du vrai aussi? Comment communique la Chine? Toi qui maintenant es confronté à ça, qui te heurte à des... C'est le travail extrêmement difficile, je pense, de journaliste dans cette zone. Moi, je ne suis pas spécialiste spécifiquement de la Chine, puisque ma correspondance couvre l'Asie, voilà, parce qu'on est un magazine qui s'intéresse finalement beaucoup aussi à toute la région. Mais sur la Chine, il y a vraiment une difficulté à aborder l'information, parce que l'État chinois et le Parti communiste chinois communiquent d'une manière qui vraiment leur est propre. C'est un langage extrêmement particulier. Donc, est-ce que tout est faux? Non. On ne peut pas tenir une puissance de cette envergure en étant dans un décalage complet avec la réalité. Par ailleurs, il faut bien prendre en compte que en Chine, il faut pas essentialiser les Chinois, c'est pas une seule entité. Il y a plusieurs tendances. Je pense qu'un bon exemple, c'est effectivement le Covid. Donc, quand le Covid est apparu, une partie de l'appareil d'État avait très clairement la tentation de gérer la crise en la niant complètement. Or, des scientifiques chinois se sont rendus le 17 janvier 2020 à Wuhan et ont constaté la gravité de l'épidémie. Et donc l'un d'entre eux, le plus connu, Zhong Nanshan, qui est sans doute un des meilleurs donc spécialiste des épidémies et des maladies pulmonaires, qui s'était fait connaître pendant le SARS en 2003. Ce scientifique a fait une conférence de presse et a court-circuité la communication en fait de l'État pour révéler la transmissibilité entre êtres humains du SARS-CoV-2, du Covid. Or, c'est ce qui a poussé le pouvoir politique à reconnaître la réalité du danger, et ça montre bien qu'il y a des tensions et qu'ils ne peuvent pas être dans un mensonge complet sur une situation. Pour finir, sur les statistiques du bilan chinois, voilà, à l'heure actuelle, le bilan officiel est 90 000 cas, et donc seulement 4 636 décès. Je pense qu'il faut bien que nos lecteurs comprennent que ce bilan, il est minoré, mais la Chine ne peut pas cacher une épidémie massive sur son sol. Voilà, au moment de Wuhan, il y a sans doute eu plus de morts, peut-être. On en discute entre spécialistes, peut-être 2, 3 fois plus, 4 fois plus que ceux qui ont été annoncés. Il y a des indicateurs comme les crémations qui sont regardées de près par les spécialistes. Il n'est pas possible que la Chine ait caché une hécatombe de l'ampleur de celle que nous connaissons en Europe ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, ils ont l'épidémie sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de cas. Ils disent qu'ils ont 0 cas, mais ils ont probablement quelques cas. Mais ils n'ont certainement pas de grosses épidémies dans certaines régions qu'ils réussiraient à dissimuler. Alors, on a beaucoup parlé du Covid, évidemment. Il y a aussi un autre sujet qui intéresse nos lecteurs, ce sont les Ouïghours. Il y a plusieurs questions sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la politique chinoise à l'égard des Ouïghours, et où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, moi, je ne suis pas, par exemple, spécialiste des Ouïghours, de la situation
dans le Xinjiang. Je n'y ai pas travaillé, je n'y suis pas allé. Par contre, c'est dans on va dire le périmètre de ma correspondance, donc je regarde ce qui s'y passe. Comment dire, à l'heure actuelle, il est établi, il est documenté qu'il y a donc au Xinjiang une répression de très très grande ampleur, qui est passée par exemple par des arrestations de très nombreux universitaires, de très nombreux activistes, mais aussi par un internement de masse qui a été vraiment largement documenté, à la fois par des images satellites, à la fois par des témoignages directs de personnes, et par des sources multiples, contrairement à ce que la Chine essaie de faire croire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule source. Sa bête noire, c'est un chercheur allemand qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Adrian Zenz, que lui aurait, avec des services occidentaux, créé de toutes pièces tous ces éléments. Non, ce n'est pas certain. Ensuite, aujourd'hui, en Occident, il y a un débat sur la qualification de cette politique. Or, donc par exemple, notre gouvernement, Jean-Yves Le Drian, parle, quand il soulève son inquiétude, de répression, dans un terme assez vague, mais il liste tous les problèmes connus, dont certains problèmes, comme par exemple des stérilisations forcées de masse, ont amené des juristes à vouloir qualifier cette politique de génocide. Et donc il y a des débats en Occident pour savoir est-ce qu'on peut dire que c'est un génocide, est-ce que ça n'est pas un génocide. Il y a eu par exemple un article dans The Economist où quelqu'un plaidait en disant c'est peut-être des crimes contre l'humanité, mais je ne pense pas qu'on peut qualifier avec les éléments actuels cela de génocide. Donc c'est globalement le panorama de cette on va dire situation actuelle. Après, aujourd'hui, donc l'Europe est en train de on va dire préparer des sanctions contre 4 donc responsables politiques qui sont à l'origine de cette politique et une entité. Donc normalement, le 22 mars, dans quelques jours, il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères qui actera ces sanctions. Et par ailleurs, donc l'Europe exige de se rendre sur place pour constater cette répression, mais le voyage, donc en négociation avec la Chine, donc bloque sur la question de la visite de certains activistes ou universitaires emprisonnés, comme donc l'économiste Ilham Tohti. Ouais. On a beaucoup de questions sur l'influence, le poids de l'Asie, le poids de la Chine en Asie. En novembre, oui, il y a 15 pays asiatiques qui en ont créé la nouvelle a été d'ailleurs, je trouve, assez traitée en France. On en a rendu compte dans le point. La plus grande zone de libre-échange au monde. C'est une nouvelle très importante. Quel est comment interagit la Chine avec cette région? Quel est son poids? Alors, à propos de ces accords de libre-échange, donc le RCEP, après donc l'initiative transpacifique, les spécialistes restent quand même, ceux que j'ai interrogés, assez sceptiques ou prudents pour savoir quelle intégration cela conduira à créer. Le fait est que la Chine s'est positionnée sur ces traités parce que les États-Unis s'en désengageaient sous Donald Trump. Maintenant, dans la nouvelle configuration avec donc une administration Biden qui est beaucoup plus partisane de la mondialisation et du multilatéralisme, il peut y avoir un changement et les cartes peuvent être battues dans les années qui viennent. Vis-à-vis de ses voisins, la Chine a perdu des points dans les 3-4 dernières années. C'est une évidence.
Voilà. Déjà à Taïwan, alors que l'opinion taïwanaise était pour le maintien du statu quo, c'est-à-dire en fait de la situation d'autonomie, voilà, de facto de l'île. Aujourd'hui, on voit vraiment depuis 2 ans une montée extrêmement forte de ceux qui veulent garder le statu quo maintenant, mais passer assez vite à l'indépendance. Oui. De même, par exemple, l'Inde, donc il y avait une grande opération de séduction entre Modi et Xi Jinping. Donc, ce rapprochement s'est effondré l'année dernière parce que la Chine a poussé son avantage dans l'Himalaya face à l'Inde et qu'il y a eu donc un affrontement extrêmement meurtrier, donc avec une vingtaine de soldats indiens tués et un nombre incertain de soldats chinois tués. Donc, lors d'un affrontement d'ailleurs donc au corps à corps, à l'arme blanche et sans coup de feu. Donc, ça montre la violence quand même de l'affrontement. Donc, bon, je ne vais pas faire tous les exemples, hein, mais la plupart des voisins autour de la Chine sont en train sont gênés par cette puissance émergente. Ouais. Cet accord-là, hein, qui a eu lieu en novembre, hein, donc je le disais, hein, c'est quand même, je crois que ça représente 30% de la production mondiale annuelle, hein, de richesse. C'est un consommateur sur 3 dans le monde, hein, cet accord. On a le sentiment aujourd'hui en Europe que, grosso modo, aujourd'hui, la mondialisation pourra bien continuer sans nous. Est-ce que c'est une impression que cette puissance asiatique là qui apparaît peut très bien se passer de nous? Oui, il y a eu une autonomisation des flux commerciaux de la région qui est phénoménale et qui n'est pas seulement celle de la Chine, mais de tous les pays autour qui ont longtemps été des succursales des industries occidentales et qui aujourd'hui gagnent leur autonomie ou inversent le rapport de force. Un exemple encore incroyable, c'est Taïwan avec donc les puces, où donc Taïwan est devenu le leader absolu, écrasant de la production donc des fonderies de semi-conducteurs. Alors même que en fait, ils avaient créé cette industrie dans les années 80 comme une industrie de délocalisation, donc de la production donc à faible valeur ajoutée des géants américains comme Intel. Donc là vraiment toute la région, chacun a ses champions, donc Samsung en Corée du Sud, TSMC donc pour les puces à Taïwan, etc., etc. Et c'est une autonomie et un dynamisme qui est incroyable et qu'on voit aussi simplement en se déplaçant. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'économie de Hong Kong est meurtrie depuis 2 ans, parce qu'il y a eu les manifestations avant et ensuite le Covid. Mais pourtant, on a vraiment un sentiment que la ville reste tournée vers le futur et vers le succès. Je voyais passer au plan économique quelques questions sur les intentions chinoises, notamment en France. Est-ce que quelle est la stratégie? Est-ce que il y a un certain type d'entreprise qu'ils veulent racheter en particulier ou... Alors, il y avait des discussions sur le fait que les Chinois pourraient faire leur marché donc dans une Europe en crise. Ensuite, aujourd'hui, le fait est qu'il y a en fait les gouvernements en Europe, et le gouvernement français sont de plus en plus jaloux de leurs fleurons nationaux. Donc, on peut imaginer qu'il y aura des barrières en dépit de l'accord qui a été signé à la fin
donc 2020, il est possible qu'il y ait quand même une attitude très protectionniste pour justement pas permettre qu'il y ait des raids à l'occasion de cet affaiblissement des économies en Occident. Plusieurs remarques d'un lecteur qui nous dit: il va bien falloir se réveiller et, je le répète, réagir en puissance. Est-ce que l'Europe face à la Chine, tu as le sentiment qu'elle a renoncé à agir en puissance? Comment dire, la diplomatie européenne est en phase de rodage pour essayer de créer, on va dire, une sorte de concert qui a été très cacophonique il y a 2-3 ans, où la Chine avait pu en fait jouer sur les divisions européennes, donc en faisant des sommets avec une partie de l'Europe, 17+1. Or, aujourd'hui, il y a quand même des termes de plus en plus fermes dans certaines déclarations. Il y a eu aussi des ratés donc, de cette diplomatie, mais elle est en phase de rodage. Donc, l'Europe, c'est sûr, on le voit, n'est pas prête au défi d'une puissance émergente de ce type. Après, chaque puissance individuellement, on peut voir des signes quand même de réveil. La France, clairement, a eu des positions plus fermes dans les quelques dernières semaines qu'elle ne l'avait il y a 1 an ou 2 vis-à-vis de Pékin. Je reviens il y avait aussi plusieurs questions sur la société chinoise, et notamment sur le système de notation sociale. Tout à l'heure, c'était une question qui nous a été posée. Est-ce que ce système est si développé que ça? Quelle est son emprise sur la vie des Chinois? Alors, comment dire, c'est un système qui est mis en place donc un peu partout dans des villes de Chine continentale. À Hong Kong, ça n'existe pas. Donc, moi, je ne l'expérimente pas. Après, j'ai lu dessus et il faut quand même énormément tempérer les présentations sensationnalistes qu'il y a donc dans les médias occidentaux. Déjà, primo, ce n'est pas un système unifié, donc comme on le présente parfois, ce qui donnerait l'impression qu'il est, on va dire, une sorte de notation orwellienne de tous les citoyens. Et donc, pour expliquer ce que ça donnerait, la manière dont on le présente, souvent, c'est tout le monde aurait une notation en fonction de tous les actes de sa vie quotidienne. Et si on traverserait, par exemple, une rue donc sans passer sur les clous, on perdrait des points et à un moment, on serait exclu de la société en fonction d'une mauvaise note. Or, ça n'est pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des systèmes de notation qui sont liés en fait à du crédit, donc qui sont dans des applications particulières. Donc, par exemple, des applications de crédit comme l'application d'Alibaba, c'est-à-dire de Alipay, qui est liée à Alipay, donc Sésame Crédit en gros. Et en fait, par cette notation, il donne plus ou moins des crédits à des personnes. Donc, il y a ce type d'outils. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Or, le fait est que, par exemple, ces notations, pour des cadres du parti, des membres du parti dans certaines régions, sont effectivement utilisées pour, on va dire, les rectifier ou plus ou moins les exclure. Et là, on arrive effectivement à quelque chose qui ressemble énormément à cette image orwellienne que l'on en a en Occident. Mais faut pas croire encore à un système généralisé, même si il a la portée de se généraliser. Est-ce que on parlait tout à l'heure de la communication, de la transparence. Est-ce que la Chine a réellement encore les moyens de dissimuler une catastrophe? Alors, est-ce que, comment dire, dans l'absolu,
Oui. La Chine est un des rares pays qui a un contrôle de l'information et une capacité à enfermer une région entière et à nettoyer les traces d'un événement qui lui permettent effectivement de cacher quelque chose de très très important à la communauté internationale. Il faut quand même se rappeler en début 2020 que le 31 décembre 2019, l'information a fuité de cette épidémie et qu'il a fallu attendre 3 semaines pour que, justement, lors de cette conférence de presse annonçant la transmission entre êtres humains, la communauté internationale réalise que quelque chose vraiment de sérieux se passait. Or, ça montre, au même moment, il faut savoir que les hôpitaux étaient submergés, qu'ils avaient déjà des morts, etc. etc. C'est donc que vraiment ils ont une capacité de contrôle de l'information extrêmement importante. Un autre exemple, peut-être l'année dernière, c'est lors de ces 15 morts, 20 morts pardon, du 15 juin côté indien, il a fallu plus d'1 an pour apprendre que certains soldats chinois étaient aussi morts. Et je pense qu'on n'a pas encore le bilan définitif. Et aucune vidéo, aucun témoignage n'a filtré des soldats qui étaient dans ces altercations. Ça montre bien que le contrôle sur l'information et sur les témoignages. Je reviens à l'actualité. On avait plusieurs questions sur la Birmanie. Quel rôle joue la Chine en Birmanie? Alors, j'ai interrogé des spécialistes à ce sujet à l'occasion d'un article qui est paru la semaine précédente. Il y a un débat entre spécialistes pour savoir est-ce que la Chine a soutenu, poussé ou au contraire est opposée au coup d'État qui s'est déroulé donc le 1er février 2021 et lors duquel Aung San Suu Kyi, donc la chef du camp démocrate en Birmanie, a été arrêtée. Donc les pros, on va dire, du soutien, c'est d'une part une visite donc en janvier 2021 de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, qui a rencontré la junte, écouté cette junte qui accusait déjà à ce moment-là, sans preuve, Aung San Suu Kyi de fraude électorale, ce qui a été la justification de l'arrestation. Et par ailleurs, autre argument pour, donc le fait qu'au lendemain du coup, la Chine, les médias officiels chinois titraient remaniement ministériel en Birmanie. Donc, qui est une présentation évidemment grotesque de ce qui s'est passé ces jours-ci. Et donc, de ce fait, la majorité des pro-démocratie en Birmanie sont persuadés que la Chine soutient le coup d'État. Et ça a créé une forme de paranoïa anti-chinoise avec des attaques contre des intérêts chinois où régulièrement, on le voit sur les réseaux sociaux, des menaces contre des intérêts chinois, comme par exemple le pipeline chinois qu'il y a dans le pays. Je vois que l'image s'est arrêtée. Oui, enfin de mon côté, elle s'arrête parfois, oui. Je ne sais pas pour nos auditeurs. Tu peux continuer. On présente souvent la mer de Chine comme le théâtre potentiel d'une 3e guerre mondiale. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est un sujet qui est largement exagéré par le fait qu'il a une importance géostratégique énorme pour les deux superpuissances, et donc énormément d'experts travaillent sur le
sujet, et que pour justifier souvent un petit peu leur salaire et l'intérêt de leur sujet, ils ont tendance à exagérer les positions des uns et des autres et les risques des uns et des autres. Le fait est qu'il oui, il y a des risques de confrontation accidentelle, mais dans le monde actuel, il existe des mécanismes de discussion entre grandes puissances qui évitent qu'un tir accidentel ou une confrontation ponctuelle entraîne immédiatement une guerre mondiale. Par contre, une chose est sûre, la question de Taïwan, elle, est vraiment une question, j'ai l'impression, qui a un potentiel de conflit majeur. Pourquoi c'est ce que explique Kishore Mahbubani assez bien dans l'interview. En Chine, la question de Taïwan et l'annexion de Taïwan est devenue vraiment une question centrale du nationalisme chinois qui est très très fort dans cette période d'émergence de superpuissance. Et donc, les Chinois, pour des raisons historiques qu'on peut critiquer, parce que, en l'occurrence, Taïwan n'a jamais été contrôlé par la République populaire de Chine, et Taïwan était en réalité une colonie tardive de l'Empire chinois, donc conquise il y a 4 siècles, et qui a seulement été tenue pendant 2 siècles. Mais les Chinois, pour eux, en tout cas c'est leur perception, veulent réunifier Taïwan à la mère patrie pour en finir avec ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire le siècle d'humiliation, c'est-à-dire cette époque où la Chine a été morcelée et où des puissances étrangères ont montré à la Chine qu'elle était faible. Donc, c'est de réunifier, oui. Jérémy, oui. On te laisse terminer sur Taïwan. On reprendra une ou deux questions avant d'achever notre conversation. Ok. Mais donc, pour finir sur Taïwan, c'est vraiment une question centrale et qui pousse de partie des nationalistes chinois à demander l'usage de la force pour conquérir Taïwan. Or, Taïwan est extrêmement important géostratégiquement pour les États-Unis, mais aussi pour certains voisins comme le Japon, qui défendraient Taïwan quoi qu'il arrive. Ça a été affirmé récemment. Voilà. Et donc, là, on a vraiment un point de confrontation qui peut être extrêmement grave pour la paix mondiale. En 2 mots, Jérémy, 2 questions que j'ai vues passer, auxquelles je voulais qu'on réponde. En 2 mots, les relations de la Chine avec la Russie, si on devait les qualifier aujourd'hui. Comment dire, il y a une alliance objective très claire entre, on va dire, ces 2 grandes puissances autoritaires pour saper les démocraties occidentales. C'est un point qui est certain. Après, moi, c'est un sujet que je n'ai pas traité parce que cette année, il n'y a pratiquement pas eu d'actualité sur le sujet. Mais d'un point de vue historique, on sait quand même qu'il y a aussi une très grande méfiance réciproque, donc qui est issue des tensions de l'époque soviétique, mais aussi due au fait que la Russie a de très importantes ressources en Sibérie et effectivement peut être légitimement inquiète que le voisin chinois les convoite. Bon, Jérémy André, merci beaucoup de t'être prêté à ce premier numéro du Point en direct. Donc, je vous rappelle, merci, vous avez été très nombreux à nous suivre. On n'a malheureusement pas pu prendre toutes les questions.
Donc, on vous rappelle que vous allez recevoir un lien avec l'enregistrement de cette conversation qui était passionnante. Il y avait parfois des petits décalages, mais je crois que techniquement, c'était vraiment satisfaisant pour tout le monde. On vous donne rendez-vous à bientôt pour un autre numéro du Point en direct, peut-être sur d'autres sujets, avec d'autres journalistes de la rédaction du Point, et peut-être même Jérémy, un de ces jours, qui viendra nous parler un peu, parce qu'il a là un des sujets les plus passionnants de l'actualité. Merci Jérémy, merci Thomas, merci à tous les lecteurs qui ont été présents à ce nouveau rendez-vous. Merci infiniment et bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.